Imaginons un instant euh, une masse sombre, une masse presque infinie, de l'eau à perte de vue. Et sur cette eau, eh bien, un embouteillage gigantesque, totalement silencieux. Des monstres d'acier de plusieurs dizaines de milliers de tonnes qui sont complètement immobilisés, oui. C'est une image assez vertigineuse. Exactement. Et c'est précisément notre point de départ aujourd'hui. Nous allons explorer un seul point géographique, le détroit d'Ormuz. Et nous allons le faire en superposant deux sources radicalement différentes pour comprendre le coût humain d'une paralysie géopolitique. D'un côté, nous avons une analyse extrêmement froide, très détachée. Voilà un script d'analyse satellitaire très récent. Il cartographie cette zone sur une période très précise, entre le 1er mars 2026 et hier, le 7 avril 2026. Et de l'autre côté, une source qui en fait semble venir d'un tout autre univers, une chanson japonaise traditionnelle, une œuvre d'Anka. Oui, parce que si les données brutes nous disent exactement où les choses se trouvent de manière mathématique, c'est souvent l'art qui nous explique pourquoi cette situation nous touche. C'est une approche que je trouve fascinante. On commence souvent par l'échelle macroscopique, par l'espace, pour ensuite zoomer lentement sur l'individu. Tout à fait. Et cette échelle macroscopique nous est fournie par ce fameux script qui tourne sur Google Earth Engine. Oui, il s'appuie sur les données de la constellation européenne Copernicus et plus spécifiquement sur le satellite Sentinel-1. Ce choix technique est d'ailleurs fondamental. C'est là que j'ai besoin d'une petite précision, vous savez. Ce n'est pas juste un énorme appareil photo qu'on a mis en orbite pour prendre de belles images du détroit. Ah non, pas du tout. Sentinel-1 utilise ce qu'on appelle un radar à synthèse d'ouverture. On dit souvent SAR pour faire court. Mais pourquoi utiliser un radar spécifiquement pour chercher des navires ? Pourquoi ne pas simplement prendre une image optique classique, comme on le ferait avec un téléphone portable, pour voir ce qui bloque ce détroit en ce printemps 2026 ? Eh bien, c'est avant tout une question de fiabilité absolue. Un capteur optique classique a en fait deux ennemis majeurs, l'obscurité et la météo. S'il fait nuit, on ne voit rien, évidemment. Exactement. S'il fait nuit sur le détroit d'Ormuz, l'image est noire. Et s'il y a une épaisse couche de nuages, eh bien, on ne photographie que du coton blanc. Je vois. Le radar permet de contourner ça. C'est ça, le radar est un instrument actif. Il n'attend pas gentiment la lumière du soleil, il génère sa propre énergie, il émet des ondes électromagnétiques très puissantes qui traversent les nuages, la brume et même l'obscurité la plus totale. Et ces ondes viennent frapper la surface de la Terre. Voilà. Et ensuite, le satellite écoute simplement l'écho qui lui revient. Donc le satellite balaie constamment la surface de l'eau avec ses ondes invisibles. Dans le script que nous avons sous les yeux, on voit que l'algorithme a une fonction très claire, trouver les navires. Oui, c'est son but principal. Et si je comprends bien la physique derrière tout ça, l'eau, parce qu'elle est lisse, agit un peu comme un immense miroir incliné pour ces ondes radar. C'est une excellente métaphore. Oui. Elle fait rebondir les ondes au loin, ce qui fait que l'eau apparaît très sombre sur l'image. Mais quand l'onde heurte un navire, avec sa coque en métal massif et tous ses angles droits, j'imagine que c'est une autre histoire. Absolument. L'onde radar heurte ces structures métalliques complexes et elle rebondit. Elle revient directement vers l'antenne du satellite avec une intensité extrêmement forte. C'est ce qu'on appelle la rétrodiffusion, c'est bien ça, hein ? Tout à fait. Sur l'image brute, un bateau apparaît donc comme un point brillamment blanc sur un fond d'un noir d'encre. Mais le script montre qu'il y a des étapes de traitement assez lourdes avant d'arriver à ce résultat. On convertit les données, on passe des décibels à une échelle linéaire. Oui, car les données arrivent sous une forme logarithmique, ce qui n'est pas idéal pour ce type de calcul. D'accord. Mais avant de parler de la détection pure, le script insiste beaucoup sur une étape de lissage. Le but est d'éliminer le bruit. Et là, je m'interroge. Pourquoi y a-t-il du bruit à la base, une onde qui rebondit ? Ça me paraît pourtant très direct. Eh bien, c'est lié à la nature même de l'océan en fait. Même si la surface semble lisse quand on la regarde de loin, elle est toujours couverte de minuscules vaguelettes. Ah, bien sûr, le vent, les courants. Exactement. Quand l'impulsion radar frappe cette surface mouvante, l'onde se fragmente. Les échos reviennent vers le satellite de manière légèrement chaotique. Parfois, ils s'additionnent, créant un point artificiellement brillant. Et parfois, ils s'annulent, j'imagine, créant un point noir. C'est exactement ça. C'est ce qui crée un effet très granuleux sur l'image, ce qu'on appelle l'effet sel et poivre ou le chatoiement. Et si on ne nettoie pas cette image, l'algorithme pourrait bêtement confondre une vague un peu trop forte avec un petit bateau. Voilà le danger. C'est pour cela que le script applique une moyenne focale sur un rayon de 50 mètres. Il apaise l'image.
Il efface ce grain naturel pour ne révéler que ce qui est réellement solide. Et c'est seulement une fois que la mer est virtuellement calmée qu'intervient la mécanique de détection, le fameux algorithme CFAR, pour Constant False Alarm Rate. En lisant ça, j'ai une image très précise en tête. Ah oui, laquelle? C'est un peu comme si on cherchait des lucioles dans une forêt d'une noirceur absolue. C'est une très belle façon de le visualiser. Et pour filer votre métaphore, l'algorithme CFAR ne se contente pas de sauter sur tout ce qui brille. Parce que la définition de ce qui est brillant change selon l'endroit, c'est ça? Tout à fait. Il va d'abord analyser l'obscurité de la forêt environnante, disons sur un très large rayon, environ 300 mètres. Il observe l'eau autour du point suspect pour vraiment comprendre ce qu'est la normalité locale. Donc il calcule la moyenne de cette obscurité et il ajoute un seuil de tolérance très strict basé sur l'écart type. Oui, ce n'est que si un pixel est significativement plus brillant que son environnement immédiat qu'il est classé comme une anomalie. Le contraste intense révèle ce qui est caché. C'est fascinant. Et pour éviter les dernières fausses alertes, le script applique un masque d'eau mondial, pour éviter de confondre un bâtiment côtier avec un pétrolier par exemple. Oui, ça ferait désordre. On efface aussi les petits groupements lumineux de moins de 3 pixels, car ils n'ont pas la masse d'un vrai navire commercial. Exactement, c'est une véritable chorégraphie mathématique. Et à la fin, la carte générée entre mars et avril 2026 superpose des masques d'un rouge profond sur ces formes. Avec un point jaune éclatant placé très précisément au centre de gravité de chaque navire détecté. Des centaines, peut-être des milliers de points jaunes flottant sur ce fond sombre. Et quand on observe l'évolution de ces données sur ces quelques semaines printanières, le constat est saisissant. Ce n'est pas un flux logistique habituel. Non, clairement pas. Les points ne traversent pas le détroit d'Ormuz. Ils s'accumulent. Ils sont à l'arrêt. Le radar nous révèle un embouteillage titanesque, des marins, des marchandises, des navires entiers complètement figés dans le temps et dans l'espace. Mais vue depuis l'orbite terrestre, cette paralysie reste totalement abstraite. Elle est silencieuse. Le satellite calcule des coordonnées, mesure des intensités, mais il ignore tout de l'attente. Pour la machine, cette congestion historique n'est finalement qu'un changement de densité de pixels rouges et jaunes. Et ce silence clinique pose une question inévitable en fait. Que ressent-on réellement quand on est enfermé à l'intérieur de l'un de ces minuscules points jaunes? C'est là que l'échelle bascule. Exactement. C'est ici que notre seconde source intervient et nous fait passer de cette abstraction froide à la chair et au sang. Nous atterrissons directement sur le pont de l'un de ces navires à travers une œuvre d'Anka. Une chanson magnifique intitulée Namidano Hormuz Kaikyo, les larmes du détroit d'Ormuz, interprétée par la merveilleuse Nafoussa Junko. Le choix de l'Anka est assez surprenant de prime abord pour traiter de géopolitique, non? C'est inattendu, oui, mais l'Anka est un genre musical d'une puissance émotionnelle rare. Historiquement, c'est la musique de l'âme japonaise. La musique des sentiments qu'on n'ose pas dire à voix haute. C'est tout à fait ça. L'Anka est structuré autour de thèmes immuables. La séparation inévitable, l'attente interminable dans les ports maritimes, la nostalgie du foyer. Placer une telle chanson dans le cadre si tendu du détroit d'Ormuz, c'est une décision thématiquement parfaite. Le détroit devient l'incarnation physique de la séparation. Et la voix de Nafoussa Junko porte cette séparation avec une douceur incroyable. Si on écoute les paroles du premier couplet, l'intention est d'une simplicité désarmante. Oui, elle chante Toritai no yo kono imio, je veux traverser cette mer. Imaginez la scène. La protagoniste est accoudée au bastingage, dans la nuit. Elle observe l'horizon et elle voit très clairement les lumières scintiller sur l'autre rive. L'autre rive est là, visible à l'œil nu, mais elle est physiquement inatteignable. Il y a peu de sentiments plus douloureux que de voir sa destination sans pouvoir faire un seul pas vers elle. Et la chanson décrit la source de ce blocage d'une façon très intéressante. Elle dit que cette immobilité est due à Anoito Hitorino Kimagurede, le caprice d'une seule personne. C'est là que l'intime percute le géopolitique. Toute la lourdeur des décisions d'État, les embargos, les stratégies que le satellite observe froidement, tout cela est perçu par l'individu comme un simple caprice arbitraire. Et la conséquence directe, c'est que le navire perd sa raison d'être, sa destination, ce que les paroles traduisent par Ikibao Nakusu. Il y a d'ailleurs un mot très spécifique dans ce premier couplet qui accentue ce drame, le mot Tusenbo. Oui, ce mot m'a beaucoup frappé. C'est un terme de cours de récréation, n'est-ce pas? Exactement.
C'est l'action enfantine d'écarter les bras pour empêcher un ami de passer en riant. Mais ici, entendre Nafusa Junko murmurer doucement « Tusenbo, Tusenbo », dans ce contexte, ça donne à ce mot une teinte vraiment tragique. Parce que le détroit d'Ormuz se comporte comme un enfant cruel qui bloque le passage sans aucune raison apparente. On ne négocie pas avec ces forces-là, on les subit. Le couplet s'achève sur la pensée des sourires qui l'attendent de l'autre côté. Mais paradoxalement, cette pensée lumineuse devient une torture. L'attente transforme la promesse des retrouvailles en une douleur brûlante. Un simple fait logistique, un retard maritime devient un vrai supplice psychologique. Et le deuxième couplet marque une évolution dans cette douleur. La tristesse laisse un peu la place à une frustration intense. Il y a une ligne très frappante qui mentionne le Seijuki. La bannière étoilée, oui, le drapeau américain. Et elle murmure une bravade. Yabuimi Temiyooka. Devrais-je le déchirer ? C'est une image tellement inattendue au milieu de cette eau noire. C'est saisissant, oui. Mais il faut vraiment l'analyser pour ce que c'est, de manière totalement neutre. Ce n'est absolument pas un tract militant ou un appel politique. Non, c'est l'expression d'une immense tension intime. C'est ça. Le drapeau est là uniquement pour souligner l'échelle écrasante des forces géopolitiques mondiales face à la fragilité absolue de cette femme seule sur un bateau. Elle est d'ailleurs définie comme Kakugo Hitotsuno Onna, une femme dont la seule possession au monde est sa résolution. Ce désir éphémère de déchirer un drapeau. C'est le cri silencieux de quelqu'un dont la vie entière a été mise sur pause par des décisions lointaines prises dans des bureaux. Mais c'est une bravade très vite étouffée. Juste après, elle avoue que la compassion, la Nasake, vient retenir cette colère. Elle réalise avec lucidité qu'elle est coincée sur un Mirenbune, un navire lourd de regrets. J'aime beaucoup l'expression Yukizuri Gekiju qui suit juste après. Le navire est décrit comme un théâtre éphémère de passage. Oui, comme si ce blocage forcé avait créé une petite société temporaire. Des âmes perdues, suspendues ensemble au-dessus des vagues. Le navire devient la scène d'une tragédie silencieuse. Et la conclusion de ce couplet est d'une poésie incroyable. Naite Nagareru Shiyoninale. En pleurant, ses sentiments coulent et deviennent la marée. L'image de ces larmes individuelles qui tombent dans l'eau salée du détroit pour la faire grossir est vraiment bouleversante. Comme si l'océan n'était plus de l'eau, mais le réservoir accumulé de tous les chagrins de ces marins captifs. Ça crée un contraste vertigineux avec l'analyse satellitaire dont nous parlions tout à l'heure, vous ne trouvez pas ? Ah, absolument. Surtout quand on sait que le script intègre une comparaison avec un autre satellite, Sentinel-2, qui lui cherche à capturer le true color, les vraies couleurs de la zone. Oui, les algorithmes travaillent sans relâche, appliquant des filtres atmosphériques complexes pour éliminer la moindre brume, la moindre imperfection. Dans le but d'obtenir une image optique d'une clarté parfaite. La machine passe son temps à nettoyer la vision, à chercher la vérité cristalline de la topographie. Pendant que la femme sur le bateau, elle, lève les yeux vers le ciel et sa propre vérité est complètement brouillée par ses larmes. L'algorithme efface les nuages pour voir clair à 600 km d'altitude, tandis que l'expérience humaine, en bas, transforme la lumière des étoiles en un flou douloureux. C'est une magnifique transition vers le troisième et dernier couplet de l'œuvre. Une fois la colère retombée, il ne reste qu'un désir profond, totalement dépouillé. Le désir pur du retour. Elle chante « Kairi Tainoyo Anobashoe ». Je veux rentrer vers cet endroit-là. Il n'y a plus aucune révolte, juste l'aspiration à une existence calme. Naamone Kurashi no Hinomotoe, vers la lumière d'une vie simple, sans nom. L'attente a vidé son cœur de toute autre ambition. Et ça nous ramène brutalement à notre script Google Earth Engine. Oui, dans le code, le détroit d'Ormuz est une simple boîte spatiale. Des longitudes de 55,5 à 57,5 degrés, des latitudes très précises. Un espace fini, mesurable. Mais dans la voix de Nafusa Junko, cet espace devient le Namida de Kasumu Kaikyo, le détroit rendu flou par les larmes. Ce n'est plus un polygone sur une carte, c'est un mur émotionnel. La distance géographique ne signifie plus rien. Les gens sont si proches de l'autre rive et pourtant séparés à l'infini. Soreda Kenanoni To Sugiru. Ce n'est que cela et pourtant c'est trop loin. La chanson accomplit là un vrai miracle universel. Elle prend un goulot d'étranglement connu pour les pétroliers et en fait le symbole de toutes les barrières humaines. Le détroit devient la métaphore de ce qui nous sépare de ce qu'on aime. Et l'œuvre se termine sur une prière murmurée à l'eau noire elle-même. Ona Hitori no Nega et Desus, c'est le vœu d'une femme seule. Elle espère que la mer ressentira de la compassion. C'est d'une humanité si dense. Et en naviguant entre cette poésie et la rigueur du code spatial, ça soulève une réflexion vertigineuse sur notre époque et sur ce qu'il en restera. C'est une question très juste.
quand on voit les volumes de données que nous accumulons chaque jour. Imaginons des historiens qui se pencheraient sur ce printemps 2026 dans quelques siècles. Vers quelle vérité vont-ils se tourner pour comprendre ce blocage? D'un côté, ils auront des pétaoctets de données coperniquées parfaitement préservées. Des matrices de pixels rouges, des coordonnées exactes. Une vérité froide, indestructible. Ils sauront exactement combien de milliers de tonnes d'acier étaient bloquées. Une mémoire de fer et de silicium. Une mémoire structurelle à l'abri du temps, oui. Mais pour comprendre l'air lourd de ces nuits d'attente, l'angoisse dans les cabines, ces données seront muettes. Ils devront peut-être chercher une fréquence vocale, un fichier audio. La voix de Nafusa Junko, qui chante les larmes devenant la marée. Et la question reste là. Qu'est-ce qui raconte la véritable histoire d'une époque? Est-ce la carte millimétrée de nos paralysies géopolitiques ou la résonance éphémère de la douleur qu'elles ont provoquée? Si la donnée survit à l'émotion, il se pourrait bien que ce soit la chanson, et non la carte, qui détienne la réalité profonde de ce monde. C'est une pensée bouleversante pour clore cette exploration. Une vibration qui continuera de résonner bien après que les navires aient levé l'ancre et disparu des écrans radars.